Bonjour, alors je m'appelle Sarah Voignet, je suis actuellement maître de conférence habilitée à diriger des recherches à l'Université d'Artois, à Arras précisément, et je suis spécialiste par ma thèse, comme je vais l'expliquer plus tard, de l'Espagne du siècle d'or. Je suis ce qu'on appelle une civilisationniste. Alors, j'ai soutenu ma thèse le 10 décembre 2004. Voilà, on se souvient, j'imagine tous, exactement des dates qui ont été très importantes dans notre parcours. J'ai soutenu cette thèse à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle sous la direction du professeur Pierre Civil. Et le titre de la thèse était Imago Philippi, recherche sur les représentations de Philippe II au cours du 1er XVIIe siècle. Cette thèse, alors, est-ce qu'elle est l'aboutissement d'un parcours tout ce qu'il y a de plus traditionnel, une licence, un DE, une maîtrise, un DEA, ou as-tu eu un parcours plus singulier? Alors, non, j'ai eu un parcours tout à fait traditionnel qui s'inscrivait eh bien dans la continuité d'une préparation littéraire, Hippocagne et Cagne à Nancy, d'où je suis originaire. J'ai poursuivi ensuite à l'université. Après l'obtention de la licence d'espagnol, eh bien, j'ai passé le concours de l'enseignement du secondaire, le CAPES, qui a été suivi par un stage IUFM dans un lycée de la région. Et puis, à l'issue du CAPES, eh bien, j'ai eu envie de continuer. Et là, je suis partie à Paris pour suivre la préparation de Paris 4 à l'agrégation externe d'espagnol. Une fois l'agrégation en poche, eh bien, j'ai eu envie aussi de poursuivre. C'est toujours voilà, des appétits d'informations qui m'ont donné envie sur le moment de continuer. Hein. Ce n'était pas du tout un plan de carrière prédéfini. Et donc, j'ai eu envie de continuer avec un DEA. Je n'ai pas eu à faire une maîtrise. Peut-être que voilà, ça c'est une chose qui diffère peut-être de beaucoup de mes collègues. Je n'ai pas eu à faire de maîtrise puisque j'ai eu l'agrégation qui m'a permis en fait de passer directement au DEA et puis ensuite au doctorat. Sur quoi il portait ton DEA? Alors, le DEA, en fait, il a porté sur la légende noire autour de Philippe II. Hein, c'était un DEA dont le sujet était déjà défini en rapport avec le sujet de la thèse. Là, c'était vraiment quelque chose qui devait s'inscrire dans la préparation en fait de la thèse. Alors, le sujet, il a été vraiment défini au moment de l'agrégation, enfin, c'est à l'issue de l'agrégation, c'est-à-dire que j'ai eu la chance en 95 de me préparer sur une question qui était au programme, question de civilisation, qui s'appelait droit de conquête et droit des gens, qui était une question absolument fabuleuse et qui permettait, à partir de corpus très diversifiés, d'étudier à la fois l'événementiel de l'aventure de conquête coloniale, de découverte puis de conquête, mais qui permettait surtout de travailler sur les textes théoriques qui avaient permis de bâtir la légitimité juridique hein, et à la fois morale et politique de ce que faisaient les Espagnols dans le Nouveau Monde. Alors, c'était des textes très diversifiés qui étaient absolument passionnants à étudier et j'ai eu la chance aussi de suivre des cours passionnants, entre autres le cours d'Augustin Redondo, qui, tout en étant à Paris 3, eh bien, faisait des cours mutualisés entre Paris 3 et Paris 4 à cette époque-là. Donc, à l'issue de l'agrégation, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée à la dissertation sur cette question-là, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vrai, à avoir l'agrégation. Et ensuite, je suis pleine d'entrain. Je suis allée frapper à la porte d'Augustin Redondo pour lui parler de mon envie de continuer, de poursuivre en fait cette étude d'une période qui m'intéressait tout particulièrement. Alors là, va se définir un peu les choses pour la thèse, c'est-à-dire qu'il y a eu deux points qui ont été déterminants dans le choix de ma thèse. J'aurais pu partir vers l'Amérique coloniale. C'est vrai que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup et j'étais d'ailleurs dans un premier temps persuadée que j'allais travailler sur ce champ-là. Et puis, tout bien considéré, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des données matérielles qu'il fallait prendre en compte. Hein, il fallait être pragmatique dans la façon d'envisager ce travail de thèse, qui est un travail de longue haleine. Et j'étais alors en poste dans un lycée
de Marne-la-Vallée. J'étais titulaire dans un lycée de Marne-la-Vallée, toute jeune agrégée, et je savais bien qu'il fallait compter sur ce travail d'enseignement dans le secondaire, avec donc le calendrier de recherche que suppose une thèse. Et donc, je me suis dit que peut-être il serait plus prudent, plus sage, plus faisable aussi, plus envisageable de me lancer dans une thèse avec un sujet portant sur l'Espagne, car j'ai des origines espagnoles par ma mère, je suis madrilène d'origine, et toute ma famille espagnole est à Madrid, donc j'avais la possibilité d'être logée, d'être très bien logée, pas très loin d'ailleurs de la Bibliothèque nationale, et donc de pouvoir passer des étés complets à travailler sur place pendant les années de thèse, les 6 années en fait que j'ai consacrées à la thèse. Donc il y avait cette dimension pragmatique qui était de me dire bon ben finalement est-ce que sur le plan matériel ce serait envisageable de mener quelque chose sur Séville, sur les pays d'Amérique latine, tout en étant professeur dans le secondaire, sans avoir non plus trop de moyens, parce que je ne connaissais pas tous les systèmes de bourse, toutes les aides qu'on pouvait peut-être avoir à ce moment-là. Et puis des raisons intellectuelles et affectives qui sont liées au fait que je suis très attachée à la Castille, que depuis toute petite, eh bien, je fréquente assidûment Madrid et ses environs, et que je venais de lire un livre qu'on m'avait offert qui s'intitulait Felipe II Mecenas de las Artes, qui est un livre qu'avait écrit Fernando Checa, un grand historien d'art, Fernando Checa, qui à l'époque était directeur du Prado, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi à Paris, et voilà, qui m'a aussi bien engagée à poursuivre sur la voie qu'il avait tracée. Alors lui, c'était vraiment, en tant qu'historien d'art, il avait travaillé sur l'iconographie. Hein. Il avait travaillé également sur Charles Quint dans sa thèse. Donc, il s'était attelé à montrer comme Philippe II, dans la suite de son père Charles Quint, avait donc eu une politique culturelle et artistique extrêmement éclairante dans son temps, et qu'il était loin donc de l'image noire qui se déployait à travers l'imaginaire collectif traditionnel autour de sa figure. Donc, j'ai eu envie de poursuivre ça, mais sur le plan, alors avec beaucoup d'humilité bien sûr, mais sur le plan plutôt textuel. C'est-à-dire qu'à partir de discours variés, la question de l'agrégation dont je parlais tout à l'heure m'avait invité aussi à cela. C'est-à-dire j'avais envie de m'intéresser, de lire, de sonder des textes divers, des textes de genres différenciés, et de pouvoir donc construire un sujet autour de cela. Donc, j'ai frappé de façon très, très enthousiaste et sans doute très ingénue aussi. J'ai frappé comme ça spontanément à la porte de M. Redondo, qui m'a très bien accueilli et qui a été très, très, très heureux aussi que je vienne avec un sujet qui était alors beaucoup trop ambitieux, parce que je voulais en fait lui proposer de travailler sur les représentations, l'image, parce que les mots représentation, c'est vraiment Monsieur Redondo qui l'avait installé au sein de son groupe de recherche du centre de Paris 3, qui travaillait presque exclusivement sur les représentations. Donc, mon idée était de travailler sur l'image de Philippe II, mais depuis son règne jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, ça faisait beaucoup, c'était beaucoup trop. Et donc, pendant le DEA, j'ai eu l'occasion de suivre un séminaire à l'Escurial sur Philippe II en 96-98. C'est un DEA que j'ai fait sur 2 ans. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi d'écouter les conférences, les communications dans le très, très grand colloque international qui s'est organisé à Madrid en 1998 autour des commémorations du 4e centenaire de la mort de Philippe II. Donc, ces 2 années de DEA ont été vraiment des années en fait de travail, de mise en place d'un chantier de réflexion autour de la définition d'un sujet. Et à l'issue donc de ce DEA, eh bien, avec Augustin Redondo, nous avons décidé que nous allions rétrécir le sujet, mais énormément, puisque ce sujet ne prenait en compte que la période post-mortem, c'est-à-dire en fait la première moitié du XVIIe siècle. Je devais même travailler au départ sur le règne de Philippe III, puis finalement j'ai trouvé des choses qui m'ont fait aller jusqu'à la période de Philippe IV.
hein, ce qui m'a fait donc définir cette chronologie de 1598 à 1645, 1650. Voilà. Alors là, M. Redondo a été très important pour la mise en place des choses. Et puis, c'était le moment où lui-même prenait sa retraite. Et donc, sa succession était assurée par Pierre Civil, par le professeur Civil. Donc, qui m'a très bien accueilli aussi et qui a été très enthousiasmé à l'idée, tout simplement, de m'encadrer, de me diriger dans cette thèse tout à fait naissante. Ça fait plaisir de voir que encore une collègue de plus qui a été très très marquée par son programme d'agrégation et que c'est ça qui t'a donné envie de faire ta thèse et ça prouve une fois de plus l'importance de ce concours pour la formation des futurs enseignants-chercheurs. Alors, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu en arrière sur le sujet de ta thèse et nous dire finalement en quelques phrases ce que tu as voulu démontrer dans ce travail? Alors, on a bien compris, c'est aller à rebours des préjugés et montrer que tout ça est beaucoup plus complexe, etc. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette prise à contre-pied? Oui, alors pendant le DEA, j'avais évidemment aussi eu à cœur de connaître le règne de Philippe II, de travailler aussi sur tout ce qui est la fabrication de l'image officielle du roi et dans la même perspective de l'image officielle de la dynastie des Habsbourg, tout ce qui crée la mythologie en fait officielle de la politique des Habsbourg. Donc, cette construction d'image, cette construction d'un imaginaire politique, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué donc, pendant le débat. Et je voulais voir si, après la mort de Philippe II, eh bien, cette mise en place de certains ferments idéologiques, de certaines représentations, était toujours pérenne, ou bien est-ce qu'avec le changement de gouvernement qu'a supposé l'arrivée du duc de Lerma, avec l'installation d'un Balimiento comme Charles Quint et Philippe II n'auraient jamais voulu qu'il fût installé en Espagne, eh bien voir comment est-ce que le modèle de Philippe II, l'exemple du roi prudent, était traité, était reçu, était instrumentalisé. Alors ça a été très intéressant parce que du coup je me suis aperçue au gré de ma thèse, en suivant tout simplement la chronologie de la période, que la toute première période qui correspond en fait aux premières années après la mort de Philippe II, donc on est vraiment à la charnière entre le XVIe et le XVIIe siècle, l'image, le poids, la référence à Philippe II est extrêmement présente, sans doute. Ça m'a permis en fait de travailler sur la mort du roi, sur les représentations à travers les sermons funèbres, tout un corpus de textes aussi ayant trait aux relations des funérailles. Ça m'a permis de sortir un petit peu aussi de l'espace courtisan et d'aller aussi vers des espaces un peu plus lointains, des échelles différentes aussi, à travers des textes officiels, mais des textes aussi moins officiels. Donc, j'ai travaillé dans un premier temps sur tout cela pour voir en fait comment le modèle était incontournable, comme on était dans un discours du triomphe, et que ce triomphe, en fait, se perpétuait de façon posthume. Et puis, dans un second temps, j'ai pu examiner avec donc des textes très variés, des textes qui allaient des chroniques. Alors, j'ai parlé des sermons, bien sûr, mais des relations, des relations de fait, des relations de visite, des relations d'ambassadeurs. J'ai travaillé avec des chroniques également, mais aussi avec du théâtre et parfois aussi même des poésies faites notamment à des occasions officielles, à des moments, des circonstances, disons, de la vie politique. Et à travers tout ce panel, en fait, de textes, eh bien, j'ai pu examiner comme peu à peu s'est installée à la cour, évidemment, mais en Castille aussi, une inflexion autour du modèle philippien. Pendant à peu près toute la durée en fait de la présence politique, de la responsabilité politique du duc de Lerma, qui a déchu en 1618, on voit très nettement en fait qu'il y a une image vilipendée de Philippe II. L'image Philippe II est critiqué, il est malmené, son modèle est malmené. Il s'agit vraiment d'instaurer par la critique, par le discrédit, en fait, un imaginaire politique nouveau, avec une configuration gouvernementale totalement inédite.
Alors, ensuite vient la période donc, de la chute de Lerma et arrive donc le comte de Duque de Olivares, qui était le grand favori, comme vous le savez tous, de Philippe IV. Et là, on change complètement d'optique. On sait que Olivares était un grand homme d'État avec une grande perspective politique, avec une envie de réformer énormément l'Espagne. Et là, ce n'est plus du tout, on n'est plus du tout dans un contre-exemple du modèle philippien, on est plutôt dans une récupération de ce que représentait Philippe II. Et on s'installe dans un discours, au pire de la nostalgie, au mieux de la mélancolie. Et on voit très bien qu'à travers des textes politiques, comme à travers des essais politiques, comment dire, des réflexions politiques, aussi bien que des gens comme Quevedo, comme Bermúdez et Pedraza, on voit qu'il y a un retour en fait vers l'arrière, on regarde vers le passé pour essayer en fait de réparer ce que ces années de valimiento de Lerma ont transformé, mais pour une mauvaise chose, c'est-à-dire pour aller vers une forme de corruption, de clientélisme qu'il fallait absolument assainir d'un point de vue du pouvoir. Donc là, c'est très intéressant parce qu'il y a un foisonnement de textes. Alors, foisonnement, je n'ai pas pu tout voir, évidemment, mais j'ai pu étudier certains textes et des pièces de théâtre aussi, mais c'était très intéressant, Pérez de Montalbán, Pérez de Guevara, qui vraiment tentent de concert de réhabiliter Philippe II, de réhabiliter l'époque de Philippe II, le modèle en tout cas politique qu'il promouvait. Et cela en fait, était très intéressant d'un point de vue de la conclusion, parce que je me suis aperçue au terme de tout cet itinéraire de recherche qu'en fait, travailler sur l'image de Philippe II au XVIIe siècle revenait vraiment à, plutôt qu'à travailler sur Philippe II, ça travaillait plutôt sur le XVIIe siècle. C'est-à-dire que ça me permettait de devenir une vraie spécialiste. Une vraie, c'est peut-être un petit peu un grand mot, mais en tout cas, à mon humble niveau, une spécialiste du XVIIe siècle. Et cela m'a permis de travailler sur les perceptions, sur les conceptions, sur l'imaginaire des hommes du XVIIe siècle, que ce soit des hommes de cour, que ce soit des hommes liés à la politique, au gouvernement, mais aussi, en fait, l'imaginaire collectif, avec la difficulté que cela suppose, évidemment, de parler d'imaginaire collectif, car à l'époque, bien, on n'avait pas d'archives pour parler des couches de population éloignées du pouvoir. Là, tu as dit tout à l'heure que au début, quand tu pensais à ton projet de thèse, tu avais été très ambitieuse puisque tu avais envie de voir l'image de Philippe II jusqu'au XXe siècle et que, bon, progressivement, on voit bien que Augustin Redondo t'a fait revenir à la raison, plus exactement te faire prendre conscience qu'il fallait que tu reviennes à la raison, ce qui est évidemment l'habileté des grands maîtres. Mais alors, est-ce qu'après, tu as eu l'occasion de pousser plus loin que le XVIIe siècle pour voir comment l'image avait évolué, ou est-ce que c'est quelque chose qui est resté en silence dans tes recherches? Alors, ce que j'ai pas publié ma thèse. Je suis revenue sur ma thèse juste après. J'ai eu un poste à Arras après la soutenance, après l'année de soutenance, et donc j'ai été prise par le quotidien de la vie d'un enseignant-chercheur. Et c'est vrai que j'ai été très vite happée par la participation à des colloques scientifiques, à des rencontres et des manifestations qui me permettaient en fait de parler de mon travail de thèse. Et donc, c'est comme cela que j'ai pu divulguer mon travail à travers toute une série d'articles. Mais il est vrai que je ne me suis pas, comment dire, orientée vers une démarche qui consisterait à aller plus loin, qui consisterait à aller vers le XVIIe, le XVIIIe, pour ce qui concerne la figure de Philippe II. Mais là où la thèse a été déterminante pour la suite en fait, de mes recherches, puisqu'on parle de 15 ans, jusqu'à l'habilitation que j'ai soutenue en 2018, c'est que je suis partie en effet de la première partie de ma thèse, qui parlait de la mort du roi, et de ce corpus qui peut paraître très ennuyeux, qui l'est d'une certaine manière. C'est vrai que c'est pas de la fiction, c'est pas des beaux textes aussi, d'essais politiques et théoriques que j'ai pu lire, mais à partir de ce corpus de sermons funèbres que j'ai pu rassembler au fur et à mesure des années sur les différents rois, et j'ai voulu en faire mon habilitation.
et mon sujet justement d'inédit d'habilitation, qui était aussi beaucoup plus ambitieux à la base, puisque je voulais travailler sur les représentations des différents rois de la dynastie des Habsbourg à travers les corpus de sermons funèbres que l'on détient aujourd'hui. Eh bien, j'ai restreint de moi-même, hein, là peut-être voilà, c'était une leçon que j'ai pu réactiver au moment du choix du sujet de mon inédit d'HDR. Eh bien, j'ai rétréci en fait à Charles II. Mais tout le travail aussi sur les sermons funèbres des différents rois que j'ai pu mener en amont, bien entendu, m'ont permis aussi de mieux m'asseoir dans le sujet autour de prédication et politique dans les oraisons funèbres de Charles II. Et donc, j'ai senti, et c'est ce que j'ai pu expliquer quand même dans mon petit essai là d'égo-histoire, entre guillemets, la synthèse, voilà, j'ai pu expliquer en fait à quel point, sans même m'en apercevoir, au long de ces 15 années, eh bien, j'étais quand même dans une perspective qui était en fait parfaitement logique, c'est-à-dire qui s'inscrivait parfaitement dans le sillage de ce que j'avais commencé à faire avec ma thèse. Alors, tu as parlé là de la synthèse, c'est un sujet qui fait toujours rire les collègues, parce que je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, mais quand on en est au moment de rédiger cette chose, il y a une grande appréhension, on se dit, mais enfin, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter de surcroît sur 100 pages, ça ne sert à rien, ça m'embête, etc. Et en fait, ça vient plutôt facilement une fois qu'on s'y met. Et après, on est content de l'exercice. Moi, je me souviens que j'ai presque préféré faire ça que l'inédit. Alors, qu'en est-il pour toi? Est-ce que ça a été un accouchement difficile, cette synthèse? Alors non, parce qu'en fait, j'avais eu l'occasion déjà de me retourner sur ce que j'avais pu faire pendant 15 ans, à l'occasion de dossiers, voilà, de dossiers de promotion, pour ne pas le cacher. Et donc, j'avais eu l'occasion déjà de faire une micro-synthèse de mes travaux. Et en fait, à ma grande surprise, et ça a été encore plus surprenant au moment de l'inédit, et ça a été quelque chose de très agréable, je me suis aperçue que tout était cohérent. Alors, c'est peut-être très prétentieux de le présenter comme ça, mais je veux dire par là que sans m'en rendre compte, parce que quand on fait les choses, on avance et on est pris par l'enthousiasme et le feu de l'action, mais sans m'en rendre compte, en fait, j'avançais avec pertinence vers des sujets qui étaient vraiment les miens, avec lesquels je continuais à avoir vraiment d'affinité intellectuelle, et puis avec lesquels, modestement, j'ai toujours essayé de construire quelque chose. Et c'est vrai que ça a été ça une très grande satisfaction de l'inédit. Parce que, alors, il n'a pas été. En fait, j'ai été plutôt félicitée sur mon discours de soutenance d'HDR que sur mon inédit, parce que je l'ai écrit en premier. C'est-à-dire, pardon, que sur mon. Je veux parler de ma synthèse, parce que, en fait, j'ai écrit ma synthèse avant mon inédit. Et lorsque j'ai écrit mon discours d'habilitation, eh ben, c'est quelque chose qui est vraiment, qui a été, alors voilà, quelque chose qui est venu naturellement et qui a permis vraiment de faire une synthèse beaucoup plus mature, en fait, sur le plan intellectuel de tout ce à quoi j'étais arrivée. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dont plusieurs personnes sont venues me dire que vraiment ce discours-là, en fait, était très réussi. Et je pense qu'il était plus réussi que ma synthèse. Euh, J'en suis parfaitement consciente, parce que ma synthèse manquait encore d'une patine de maturité intellectuelle que m'avait permis de donner aussi la confection de l'écriture de ce mémoire de synthèse, mais aussi, surtout, la réflexion que j'avais menée dans mon inédit. Oui, c'est bien à ça que sert l'inédit, c'est un moment important dans la vie d'un chercheur. Oui. Alors, une petite curiosité avant de passer à la suite. Ta synthèse, tu l'as écrite en disant « je », en disant « nous », en disant « on ». Comment as-tu parlé de toi? Alors, j'ai tout simplement dit « je », mais j'ai eu la chance d'avoir deux synthèses à lire, de collègues amis qui avaient écrit des synthèses très différentes. Et elles avaient aussi employé le jeu, donc je me suis lancée aussi à employer ce jeu, alors que c'est vrai, la tradition académique faisait que naturellement, je me serais peut-être tournée vers le nous. Mais il y a aussi ce nous de majesté, bon, qui me semblait un petit peu pesant. Je crois que voilà, il faut faire les choses plus simplement et assumer parfaitement ce que l'on dit à travers le jeu. Surtout dans cet exercice de synthèse qui est éminemment personnel. Mais oui, bien sûr. Alors, revenons à la thèse. Bon, c'est une grande chance que tu as eue, je me permets de te le dire, d'être
dirigé, poussé à Alors, la fois par Augustin Redondo et Pierre Civil. Et j'imagine qu'il y a d'autres gens qui ont joué un rôle dans ce parcours d'élaboration, d'écriture d'une thèse. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ça peut être des gens à l'université ou hors de l'université. Et de quelle nature a été cette aide qu'elles t'ont apporté, ces personnes? je voudrais d'abord aussi parler de mon directeur de recherche qui a accueilli très favorablement ce projet de recherche, hein, qui a pris le relais avec Augustin Redondo, et qui s'inscrivait pleinement hein, dans la tradition intellectuelle de Redondo, puisqu'il avait été lui aussi son maître, pour lui aussi. Je voudrais dire que Pierre Civil a été déterminant. Ce qu'il a fait pour moi a été déterminant dans la mesure où, d'abord, il m'a laissé beaucoup de liberté pour créer mon sujet, pour le construire, parce que c'est ça qui a été peut-être la difficulté de mon sujet, j'en parlerai plus tard. Mais il m'a laissé beaucoup de liberté, il m'a fait surtout confiance. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et je dois dire qu'il a toujours été extrêmement rigoureux dans la menée des choses. C'est-à-dire que à la fois dans l'élaboration du plan, dans le resserrage aussi de certaines choses, dans la réorientation aussi de mes travaux qui allaient trop vers l'histoire. Hein, il m'a ramené à un moment plus vers la littérature. À chaque fois que j'ai eu à le rencontrer, il en est ressorti quelque chose qui a été vraiment bénéfique pour moi. Et puis, je lui sais gré aussi je suis vraiment très reconnaissante, plus que ça, c'est d'avoir permis en fait que cette thèse vienne à bout. Parce que sans ses encouragements, sans sa présence, il est évident que je ne serais pas allée jusqu'au bout de cette thèse, car dans le secondaire, et puis empêtrée aussi à un moment de ma vie dans des difficultés personnelles, j'ai senti que je n'arriverais pas à aller jusqu'au bout. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, il m'a confié un cours qu'il chérissait beaucoup, puisque c'était sur sa spécialité, c'était le portrait, l'histoire du portrait en Espagne. Il m'a confié ce cours en charge à Paris 3 pendant un an. Et à l'issue de cela, il m'a permis d'intégrer en fait le département d'espagnol de Paris 3 en tant qu'ATER. Et là, c'est vrai que ces 2 dernières années d'ATER, j'ai fait une année d'ATER à Paris 3 et ensuite une année d'ATER à Cergy-Pontoise, qui correspondait aux 2 dernières années de ma préparation de thèse, m'ont permis de terminer un travail que vraiment je ne voyais pas venir à bout. Donc ça a été vraiment très salutaire et c'est voilà, je le dois à Pierre Civil. Alors une autre personne qui a été très importante pour moi, oui, sur le plan plus personnel, c'est une dame qui nous a quittés l'année dernière, elle était l'année dernière, qui s'appelait Maria Teresa Ruiz Alcón et qui est quelqu'un de ma famille, qui est ma tante, et qui a pendant longtemps dirigé le service de conservation du patrimonio national, donc qui avait aussi été comment dire, à la tête hein, de la conception du musée de las Descalzas Reales à Madrid, pour lequel elle est allée recevoir un prix, je me souviens, dans les années 80 à Strasbourg, au Parlement européen. Et cette personne qui a toujours joué un très grand rôle pour moi, qui a toujours été très, très importante pour moi, d'abord parce que je l'admirais, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui faisait énormément de choses, qui avait un bureau plein de livres merveilleux. Cette personne m'avait d'abord offert ce livre de Fernando Checa, qui avait été publié chez Nerea, donc l'édition du Patrimonio, qui n'existe plus aujourd'hui. Il m'avait offert ce livre pour que je le lise, parce qu'elle savait que je cherchais un sujet de recherche. Et donc, elle m'a apporté en fait sa contribution aussi à l'émergence de ce sujet. Et puis, elle a été très importante parce que à chaque fois que j'allais à Madrid, eh bien, j'allais la voir. Elle me demandait où j'en étais dans mon travail. Elle m'a amenée dans différents endroits, suivre des conférences. Enfin, c'est quelqu'un qui a été très, très structurant pour moi, à la fois sur le plan des goûts artistiques. C'est elle qui m'a ouvert l'univers artistique que j'aime tant, c'est-à-dire la peinture et l'art espagnol des 16e et 17e siècles en particulier. Et puis, c'est elle aussi qui m'a donné cette impulsion, cette envie de continuer, cette envie sans arrêt d'être dans le travail intellectuel. C'était une figure vraiment tutélaire pour moi. Voilà. C'est important, c'est bien d'avoir quelqu'un d'aussi précieux dans sa famille pour
En plus, c'est quelqu'un à qui tu peux parler, parce que souvent, c'est vrai que dans nos familles, on est auprès de gens qui font tout autre chose et qui suivent pas exactement. Alors, c'est très loin, mais qui comprennent pas très bien ce qu'on fabrique, etc. Là, c'est vraiment très, très bien. J'imagine que pour toi, ça a été important, effectivement, cette personne. Puis j'avais une cousine, enfin j'ai toujours cette cousine qui aujourd'hui est conservatrice au musée de Cézanne de Madrid et qui faisait sa thèse en même temps que moi en fait, et qui faisait sa thèse avec alors en histoire de l'art et sur la Virgen de Atocha à Madrid. Et donc on était, c'est vrai aussi dans un dialogue alors plus formel, hein, c'est-à-dire de savoir où nous en étions, comment est-ce qu'on arrivait à travailler, les petits conseils aussi de recherche en archives, enfin des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est cette tante et puis cette cousine qui étaient toutes les trois, nous formions un cercle intime dans la famille, nous étions très complices sur ce plan-là. C'était quelque chose que je chérissais beaucoup, oui. Vous parliez la même langue, en quelque sorte. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, j'imagine que, alors tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit que tu étais enseignante dans le secondaire, donc tu avais beaucoup d'heures de cours, des choses à faire, etc. Tu as parlé aussi de difficultés personnelles pendant un moment qui t'ont fait te poser la question de savoir si tu irais au bout. Mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés, alors peut-être plus techniques, de rédaction ou je ne sais pas, que tu as rencontrées et dont tu pourrais nous parler maintenant? Alors, moi, j'ai trouvé que les difficultés, dans mon cas, étaient vraiment liées à la faisabilité du sujet. C'est-à-dire qu'il était quand même, c'est un sujet très ambitieux, ça j'en ai parfaitement conscience. La difficulté que j'ai eue aussi, et ça c'est un concours de circonstances, c'était pas du tout quelque chose de prémédité, c'est que mon sujet était à la mode. C'est un sujet en fait qui s'est installé dans ma tête en 96, mais qui en réalité a été pris un peu de court par la présence en 98. Hein, Philippe II, je le rappelle, est mort en 1598. Et donc, en 1998, eh bien, on a fait beaucoup de célébrations, de commémorations. Il y a eu des grandes expositions en Espagne autour de cette date anniversaire. Et en fait, ça a été à la fois un apport très important pour moi, parce que ça m'a permis de me former, mais en même temps, ça m'a un peu couper l'herbe sous le pied, je veux dire, par rapport à la nouveauté, par rapport à l'originalité du sujet. Et ça a été dommage parce que c'était parti d'une impulsion personnelle, mais qui a convergé vers, si vous voulez, une impulsion collective qui fait que c'est bien aussi d'avoir un sujet qui est peu inédit, un sujet qui est original. Il faut penser à ça, je pense, quand on crée un sujet. Et c'est vrai qu'avec avec Augustin Redondo et ensuite avec Pierre Civil, nous n'avions pas du tout pensé que ça pouvait court-circuiter quelque chose par rapport au sujet. Alors, ça a apporté des choses d'un côté, ça c'est clair, mais j'ai été prise un petit peu entre le trop plein d'informations que ça a supposé, de nouveautés aussi documentaires, de nouveautés scientifiques, avec des nouveautés liées aussi à l'image de Philippe II. Hein, Fernando Bouza avait beaucoup participé à ces manifestations. Et puis d'un autre côté, bien, j'ai été prise un peu par le fait que j'ai soutenu évidemment après tout cela. Et donc, je pense que si c'était à refaire, peut-être que j'aurais travaillé sur un des aspects un peu plus originaux, voilà, de la recherche. Mais pour la question, peut-être que je n'ai pas bien répondu sur la question matérielle en fait de la réalisation du sujet. Ce qui était difficile pour moi, et ça fait, j'anticipe peut-être sur les conseils à donner pour un doctorant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler. C'est-à-dire que peut-être qu'il aurait été plus facile pour moi et j'aurais terminé plus facilement et peut-être j'aurais pas eu cette fatigue et cette impression de découragement très fort que j'ai eu à un certain moment si j'avais travaillé sur un corpus déjà déterminé. Ce qui a été très long pour moi, ça a été de choisir un corpus, de construire mon sujet. Alors, c'est l'aspect passionnant du sujet, c'est-à-dire qu'il est à faire. C'était à moi, avec toute la liberté dont je disposais, de pouvoir en faire quelque chose, de proposer en tout cas une construction intellectuelle autour de ce sujet. Et puis, mais par ailleurs, je ne disposais pas de temps et je pense parfois d'énergie aussi personnelle, parce que quand on est en vacances dans le secondaire, c'est parce qu'on est aussi très fatigué. Et j'avais un peu de mal parfois à être dans la continuité de ce sujet.
C'est-à-dire que quand on est en thèse, il faut travailler tous les jours sur sa thèse, ou essayer en tout cas d'être dans une vraie régularité. Et moi, c'est vrai que c'était parfois très haché. Alors parfois, j'avais ce travail de revenir sur ce que j'avais déjà fait pour ensuite continuer, pour ensuite retourner en Espagne, pour ensuite aller dans les archives. Et donc, je pense que c'était très, très chronophage. Je pense qu'avec un autre type de sujet, lorsqu'on est dans le secondaire en tout cas, ça aurait été peut-être plus facile, plus faisable. C'est là qu'a été ma principale difficulté. Pour le reste, pour l'écriture, non, j'ai pas ressenti de difficulté parce que je crois que j'écris plutôt facilement. Et en plus, je pense avoir un bon esprit de synthèse. Donc, en fait, j'ai travaillé la rédaction vraiment de la thèse à la toute fin de cette période de thèse, c'est-à-dire vraiment dans la dernière année. Alors que je sais que des collègues ont tendance à écrire en fait immédiatement et ensuite à faire du collage, à faire de la transformation. Enfin bon, chacun mène son atelier comme il le sent et comme il le peut. Et j'ai fait la même chose pour mon inédit, c'est-à-dire que je travaille toujours, j'écris à la toute fin, parce que vraiment je sens que c'est mûr et il faut que je mette ça en forme. Et donc, alors, au terme de ce parcours du combattant entre secondaire, doute personnel, difficulté pour constituer le corpus, etc., arrive un jour la soutenance. Enfin. Alors, en tout cas, dans ton cas, c'est arrivé. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Alors bien sûr, alors j'ai eu Pierre Civil m'a vraiment rassemblé toute une belle composition de jury. Il y avait évidemment Pierre Civil qui était là en tant que directeur. Il y avait évidemment aussi Augustin Redondo qui m'a fait le plaisir de présider ce jury. Donc ça a été aussi un moment très fort pour moi. Et puis j'avais émis le souhait de faire venir Marisol Ortola, alors qui n'est pas du tout une spécialiste du XVIIe siècle, mais qui avait été quelqu'un de déterminant aussi pour moi dans le choix de la période et dans l'envie en fait de travailler sur la période, parce que c'est quelqu'un qui m'avait préparé à la question de civilisation du CAPES. J'ai eu beaucoup de chance dans les programmes de mes concours, parce qu'il y avait la question du Dialogo de las cosas acaecidas en Roma, de Valdès, et j'avais donc travaillé avec elle toute la question de l'érasmisme, qui est absolument passionnante. Là aussi, je me serais vue peut-être partir sur l'érasmisme. Donc, toutes ces idées, toutes ces questions autour de la réforme spirituelle au XVIe siècle en Espagne et en Europe m'avaient absolument passionnée. Et j'avais eu la chance de beaucoup apprécier, de beaucoup travailler ce cours de Madame Ortola, qui avait été décisif pour moi. Elle est spécialiste du Viaje de Turquie, et donc elle parlait très bien évidemment de toute cette période. Et j'ai voulu lui rendre hommage en la faisant participer à ce jury, ce qui était un grand plaisir de la retrouver à cette occasion. Et puis son regard a permis aussi, son regard non spécialiste sur le sujet, sur la période, a permis aussi évidemment d'animer le débat. Et Bernard Vincent aussi m'a fait le grand plaisir de participer à ce jury, donc l'historien, le HSS que tout le monde connaît. Donc ça a été aussi un apport très très profitable pour moi, évidemment dans la lignée de Philippe II, la Méditerranée, qui a été abondamment citée. Et puis, alors moi évidemment, j'étais pas du tout à la hauteur de tout cela. Mon travail était très modeste par rapport à Braudel, bien sûr, mais je m'étais installée dans ce dialogue aussi avec Bernard Vincent, qui était tout à fait agréable. Et puis est venu aussi le grand spécialiste du sujet espagnol, Fernando Bouza. Et là, ça a été aussi un moment très émouvant de le rencontrer, parce que j'avais déjà rencontré à la Bibliothèque nationale de Madrid, où il avait la gentillesse de me communiquer certains documents. Mais ça a été très bien évidemment qu'il vienne, parce que son expertise a apporté beaucoup d'idées, beaucoup d'ouverture par rapport au sujet. Il a regretté bien sûr que je ne travaille pas sur les territoires outre-Atlantiques. Il a regretté que je travaille principalement sur la Castille, et puis les membres du jury, mon directeur surtout, lui a rappelé que dans les conditions dans lesquelles j'avais travaillé et vu l'ampleur du sujet, je n'étais peut-être pas à même de pouvoir mener un si grand travail. C'était un sujet qui restait très ambitieux, même lorsqu'il a été rétréci d'un point de vue de la chronologie. Voilà, donc j'ai eu un très beau jury, avec un très beau rapport de soutenance rédigé par
Augustin Redondo et donc ces différents membres du jury. Et donc, ça a été un moment très fort, ça l'est toujours, je crois. C'est un moment où je me souviens que j'étais très impressionnée, très, très impressionnée parce que c'était un très beau jury. Et puis parce que je me sentais encore toute petite, même par rapport à mon sujet. J'avais parfaitement conscience, et c'est peut-être là que je crois que j'avais avancé dans ma réflexion et j'étais aboutie à quelque chose. Je me rendais compte encore de tout ce qu'il y avait à faire, de tous les manques dans ma thèse. Et j'avais bien conscience, évidemment, de la modestie et de l'humilité avec laquelle je devais me présenter devant tous ces grands universitaires et puis devant le sujet surtout. Voilà. Mais ça a été un moment très fort, très émouvant. Il y avait évidemment ma famille qui était là et il y avait des amis et puis des collègues aussi qui étaient venus. Donc, c'est vrai que c'est un moment très fort. Bon, je remarque quand même, et c'est ce que je retiendrai te concernant, c'est que tu as eu sur le plan familial et universitaire beaucoup de bonnes fées et de bons génies qui se sont penchés sur ton berceau d'impétrante, comme on dit. Oui, alors dans ma famille directe, c'est-à-dire mes parents, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'universitaire. Je suis la seule à avoir eu ce parcours. Mais c'est vrai que mes parents sont des personnes très cultivées qui adorent l'Espagne et qui m'ont fait connaître l'Espagne depuis que je suis toute petite. Mon père a appris l'espagnol et a adopté l'Espagne. Donc, c'est vrai que c'est un univers que j'ai connu grâce à eux. Et ils m'ont toujours beaucoup soutenue. Ça, c'est quelque chose que je leur dois. Avec les moyens qu'ils avaient, ils ont toujours essayé de rendre possible, en tout cas, tous les souhaits que j'émettais par rapport à mes études, par rapport à l'envie que j'avais de continuer. Je crois qu'ils avaient une grande admiration aussi pour le monde universitaire, une grande considération, une grande estime pour des amis universitaires qu'ils avaient aussi. Et puis donc, c'est vrai que je me suis sentie entourée. Je n'ai pas du tout mené mon parcours, je n'ai pas du tout été seule, pas du tout. J'ai été très accompagnée. Alors, dans quelle mesure l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui est influencée par ce travail de thèse? Là, je pense à la thèse, pas à l'HDR, hein, vraiment pour voir si c'est juste une étape de ta vie, une Oui. parenthèse qui s'est refermée, tu veux passer à autre chose au-delà des thématiques, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui continue à nourrir ta réflexion, tes cours, etc. Alors, d'un point de vue des thématiques, j'ai déjà abordé la question. Donc, je veux dire, la continuité est évidente, mais surtout d'un point de vue de la méthodologie, je dirais, ça a été déterminant pour moi parce que c'est là que j'ai appris à faire de la recherche et surtout à faire un type de recherche qui a toujours pour objet de mettre en dialogue, de mettre en perspective, de faire converger, de voir les divergences, d'essayer vraiment de mettre en dialogue différents types de discours dans un même espace-temps et pas forcément dans un même espace, je dirais, territorial. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a déterminé ma façon de faire en recherche. C'est-à-dire que c'est très, très rare que je m'attelle à un document ou que j'essaye à partir d'un seul document, de mener une réflexion, d'écrire un texte à partir d'une seule source. J'aime vraiment croiser les sources. Ça, c'est quelque chose qui s'est déterminé, enfin, qui s'est je veux dire, installé profondément dans ma façon de faire pour la thèse et qui ne m'a jamais quittée. Ça, c'est vraiment que je ne saurais pas faire autrement. Je serais incapable de travailler sur un texte donné, comme font par exemple les littéraires, de prendre, tu le sais, de prendre un texte et d'essayer vraiment d'aller très très en profondeur du texte. Je serais d'abord pas capable de le faire, mais en plus, c'est pas du tout ma façon de travailler. C'est-à-dire que même si je travaille sur des sources littéraires, je vais faire se croiser ces sources littéraires. Alors entre elles, mais aussi avec des documents, des sources plus historiques, qui me permettent toujours d'élaborer un discours, une lecture en tout cas, de quelque chose que je sens, que je perçois sur les représentations, surtout du XVIIe siècle. J'ai travaillé surtout sur le XVIIe siècle, un petit peu sur le XVIe de temps à autre, mais vraiment sur le XVIIe. Alors justement, d'un point de vue, moi je suis toujours curieuse des pratiques pédagogiques
didactique de mes collègues. Alors, comment, en tant qu'historienne qui travaille aussi sur la littérature, enfin, on a bien compris, ce qui compte, c'est le document. Comment est-ce que tu t'y prends pour amener ces textes de cette époque, avec ces mentalités, à des étudiants de maintenant? Alors, c'est pas évident. C'est pas évident, mais comme tout le reste, hein, je veux dire, tout se fait en réfléchissant et en expérimentant sur le plan pédagogique. Ça s'est pas fait tout de suite. Mais ce que j'ai cessé de faire, en tout cas d'essayer, c'est de commencer l'année, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit en L1, en L2 ou en L3 ou en master, c'est différent, mais d'essayer de commencer tout de suite le cours avec des documents je veux dire des sources authentiques. Parce que d'abord, par ma formation, alors là, dans le sérail, hein, du centre de recherche mis en place par Augustin Redondo à Paris 3, où je me suis très largement formée, c'est vrai qu'on travaille énormément dans le contexte. Hein, une production, elle n'émane pas vient pas d'une génération spontanée, elle n'émane pas d'elle-même, elle est évidemment à mettre toujours en contexte, à intégrer dans le tissu des données historiques, des données, pourquoi pas philosophiques aussi, hein, qui caractérisent l'époque. En tout cas, le mettre dans la culture de l'époque, ça c'est ce qu'il faut essayer de faire. Et alors c'est impossible de commencer donc à étudier un document d'époque sans donner aux étudiants un minimum de bagage sur le contexte. C'est pour ça qu'en première année, je donne un exemple très concret, en première année, ça fait plusieurs années que je dispense un TD de civilisation du siècle d'or aux étudiants par groupe, et un TD d'1 heure et demie qui est assez confortable d'un point de vue horaire parce que ça me permet en fait, pendant à peu près la moitié du semestre, de faire du CM avec les étudiants et pendant la deuxième partie du semestre, de vraiment m'atteler au texte à partir d'un fascicule de documents que je leur fournis sur les 3 années. C'est un fascicule qu'ils gardent sur les 3 années de licence, puisqu'en fait, c'est un fascicule qui aborde d'abord la période de Charles Quint, pour ensuite aborder la période de Philippe II et en 3e année, aborder une partie, en tout cas, du XVIIe siècle. Je n'arrive malheureusement pas à aborder la période de Charles II. Et donc, on fait plutôt peut-être en master avec des cours que je fais pour les certifier, mais en civilisation. Mais c'est vrai que ce sont des cours en fait dans lesquels j'installe d'abord un panorama culturel, j'installe d'abord des idées de façon très très nette, alors parfois très simple, hein, je ne vais pas très très loin, mais pour que au moment où ils abordent les textes, où j'essaye de leur montrer qu'il ne faut pas se crisper, s'arc-bouter sur la difficulté parfois du texte lui-même, avec le lexique qui est différent, certains points grammaticaux qui peuvent être déroutants pour eux, mais je leur demande de retrouver des choses qui peut-être fait sens pour eux. Et puis ensuite, évidemment, je les amène petit à petit à découvrir d'autres aspects de la réalité de l'époque à travers donc commentaires de texte, véritablement. Alors, à propos de la thèse, tu as dit tout à l'heure que tu en avais tiré un certain nombre d'articles, que si j'ai bien compris pour ton HDR, en tout cas pour le début de ton HDR, tu t'en es de nouveau inspiré, mais est-ce que tu l'as relu en tant que tel, c'est-à-dire de la première à la dernière page, et le cas échéant, dans la douleur ou dans ou une petite forme d'autosatisfaction? Alors non, je ne l'ai pas relu intégralement. Je l'ai parcouru à plusieurs reprises pour ponctuellement travailler sur tel ou tel aspect. Donc j'ai pu alors j'ai quand même tiré quelques articles de cette thèse que je n'ai pas publiés parce qu'il y avait des parties qui étaient vraiment plus convenues que d'autres, et des parties qui étaient vraiment mises en avant par le jury comme étant plus originales et plus inédites. Et donc, j'ai voulu me centrer sur ces parties plus originales et inédites en constituant toute une série d'articles. Donc, je pense que ça fait quand même bien plus de la moitié de la thèse qui a généré toute une série de textes et qui a nourri aussi des réflexions, qui ont permis aussi d'apporter en fait des éléments de réflexion pour des travaux scientifiques ultérieurs.
mais je n'ai pas relu intégralement ma thèse. D'abord, mais ça, c'est parce que c'est mon caractère. Je n'aime pas revenir beaucoup en arrière. Je n'aime pas relire. Je suis quelqu'un qui n'aime pas. Je n'ai jamais fait de journaux intimes. Je n'aime pas relire mes lettres. Je n'aime pas beaucoup revenir vers le passé. J'aime bien me tourner plutôt vers le présent. Je suis pleinement dans le présent. Et puis être toujours tournée vers ce qui va générer mon enthousiasme, ce qui va me stimuler, ce qui se présente à l'horizon. C'est toujours comme ça plutôt que je fais dans ma vie de tous les jours. Donc, il était assez logique que je ne revienne pas à une lecture très, très attentive de ma thèse. Et puis parce que certaines parties m'intéressaient moins que d'autres, ça c'est clair aussi. Donc, je sais que maintenant, je ferai différemment. Ça, c'est évident qu'au terme de 15 ans de recherche, je ferai bien différemment. Voilà. Et puisqu'elle appartient au passé, est-ce qu'elle est reléguée au fin fond d'une cave ou malgré tout, est-ce qu'elle a sa place dans ta bibliothèque du présent? Ah non, elle a sa place dans ma bibliothèque, bien sûr, parce que de toute façon, j'y retourne de temps en temps aussi pour voir quelques sources, pour chercher des choses très, très précises. J'y retourne de temps en temps, mais je ne la relis pas, si vous voulez. Je ne cherche pas à revenir vers quelque chose qui maintenant fait partie du passé. Voilà. Alors, tu as un peu anticipé sur la question suivante, mais je suppose qu'il te reste quelques cordes à ton arc. Est-ce que tu as des conseils à donner à de jeunes doctorants? Alors oui, quelques conseils, ce serait d'abord ce que j'ai déjà dit, c'est la faisabilité du sujet. Il faut essayer de trouver un sujet. Alors d'abord, venir avec un sujet, c'est toujours mieux qu'attendre un sujet de la part d'un directeur ou d'une directrice de recherche. Ce qu'on fait toujours avec plaisir, bien sûr, on oriente aussi les choses, mais c'est toujours bien quand un étudiant vient avec une envie particulière. Ça a été mon cas et c'est vrai que je crois que ça assure un certain enthousiasme, une certaine envie. Quand je dis certaine, évidemment, c'est un euphémisme. Il faut avoir une grande envie pour faire une thèse. Et il faut savoir qu'on va vivre pendant plusieurs années avec cette thèse et que c'est un travail académique. Et ça, comme tout travail académique, il y a les contraintes, il y a les passages obligés, il y a le rituel de la soutenance. Tout ça, ce sont des choses quand même auxquelles il faut se préparer. C'est des choses qui sont quand même importantes à vivre, qui demandent un certain courage, je pense. Et puis, surtout aussi de ne pas se décourager. Voilà, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai eu un moment d'essoufflement et en fait, j'aurais vraiment regretté, je crois, de ne pas aller jusqu'au bout. Et j'aurais regretté surtout de ne pas vivre la vie universitaire que je connais au quotidien, qui est tout à fait passionnante. Parce qu'en fait, on est toujours en train d'apprendre, on est toujours en train de continuer à être dans la recherche, on a toujours une âme d'étudiant. Voilà. Mais l'avantage, c'est que c'est nous qui faisons le programme de ce qu'on apprend. Et c'est nous qui sommes libres et qui nous assumons pleinement, en tout cas dans notre démarche intellectuelle. Voilà. Et puis on en fait profiter les autres. On essaye en tout cas d'en faire profiter les autres, ce qui est une vraie création. Voilà. C'est la satisfaction de créer. Donc vraiment, s'atteler à un sujet qu'on aime beaucoup, avoir de l'enthousiasme, avoir de l'envie, essayer de ne pas perdre courage, de garder en l'esprit que c'est un travail de longue haleine, que c'est difficile, mais lorsque ça aboutit, c'est toujours pour de bonnes choses. Et puis avoir en ligne de mire peut-être cette vie universitaire qui est si stimulante d'un point de vue humain, mais je dirais surtout intellectuel. Alors là, je vais te faire du coup un grand saut dans le passé, ce que tu rechignes à faire. Je vais te demander d'ouvrir ta thèse et de nous lire la première phrase et, le cas échéant, de nous faire un commentaire, s'il te plaît. Alors, l'introduction de la thèse, par quelques mots. De tous les rois d'Espagne, Philippe II est un des rares dont l'image a l'histoire la plus féconde. Chaque siècle sut l'interpréter. L'objet de cette recherche est de dégager les premières mises en forme de cette postérité. Et puis ensuite, je continue de façon très, très académique, je continue sur la définition des termes du sujet, sur la mise en place de la méthodologie, la définition du corpus, etc. Voilà, un exercice bien quadrillé, très, très universitaire. Voilà. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu as soutenu ton HDR en 2018.
Donc, c'est récent. Est-ce que tes recherches actuelles sont dans le prolongement de ce que tu as fait dans ton HDR ou est-ce que tu es déjà parti vers toute autre chose? Bref, à quoi est-ce que tu t'occupes ces derniers mois? Alors, ces derniers mois, je m'occupe à l'édition en fait de l'inédit, hein, sur lequel je m'attelle depuis. Enfin, je voudrais que ça aboutisse assez prochainement. Voilà, une édition qui serait espagnole. Enfin, on va, on va, on va pas en parler ici, c'est peut-être pas le sujet, mais c'est donc que non, je travaille sur vraiment ce qui m'a occupé pendant plusieurs années pour l'inédit, avec aussi une continuité hein, dans la recherche, avec des projets collectifs, bien sûr, ça ne s'arrête jamais, fort heureusement. Et donc, je travaille sur ce corpus des sermons funèbres. Alors, je sors parfois de celui qui vraiment s'applique à Charles II, pour sonder d'autres sermons funèbres. Mais je travaille essentiellement sur ce corpus. Alors, une dernière petite question anecdotique. En ce curieux été 2020, où on ne sait pas très bien comment sera notre rentrée, j'imagine que tu as aussi des distractions. Est-ce que tu as lu un roman ou un essai intéressant cet été? Alors, en été, oui, toujours, parce qu'on profite de l'été pour faire des lectures qu'on a envie de faire depuis longtemps. Alors, outre Cien años de soledad, dont tu sais que j'ai envie de relire hein, la version en espagnol en tout cas, que j'avais lu ce roman en étant adolescente et il m'avait beaucoup marqué, mais je l'avais lu en français dans la bibliothèque familiale. Et là, j'ai eu envie de le relire, tu n'es pas pour rien, tu le sais, j'ai envie de le relire en espagnol. Donc, j'ai acquis ce livre cet été, mais je ne l'ai pas encore commencé parce que, en fait, j'ai lu d'autres livres et un livre qui m'a beaucoup marqué, entre autres de narrativa española contemporanea, parce que j'essaie toujours voilà, de rester en contact avec ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se crée aujourd'hui dans la littérature. J'aime beaucoup cela. J'ai lu Intemperie de Jesús Carrasco, voilà, qui a été une très belle découverte, vraiment un très 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 beau texte, extrêmement bien écrit. C'est un texte qui date d'il y a une dizaine d'années, je crois, qui a été édité chez Sex Baral, qui a une très bonne réception, qui a été déjà traduit je crois qu'il est déjà traduit en une quinzaine de langues. Il y a une adaptation cinématographique qui n'est pas très bonne, que j'ai pu voir après et qui m'a beaucoup déçue. Mais c'est un autre propos. On a fait autre chose de ce livre et qui est un livre qui m'a beaucoup plu parce qu'il m'a rappelé la littérature du siècle d'or. C'est pour ça que je le choisis, parce qu'il parle de thèmes en fait, que l'on retrouve dans le Lazarillo de Tormes. On retrouve une écriture aussi de l'âpreté, du dépouillement, de la simplicité, mais avec une profondeur et une dimension spirituelle très forte. Il y a une verticalité dans ce roman qui m'a beaucoup plu, qui m'a rappelé par exemple Sylvie Germain dans un autre champ culturel. Voilà, un très très beau livre. Eh bien, merci beaucoup pour ce conseil de lecture et globalement pour cette conversation qui pour moi était le prolongement de nos intéressants échanges au jury de l'agrégation externe. Donc, merci. Merci beaucoup à toi.